C'est l'heure du sonneur. Alors, il se passe des choses intéressantes en ce moment au Royaume-Uni. Les Britanniques vivent finalement un temps assez similaire à celui des Français, puisque mercredi 22 mai, Rishi Sunak, le Premier ministre, a pris tout le monde de court, y compris ses propres députés ministres, ça nous fait penser à quelque chose, en annonçant des élections anticipées. Dans son discours, il a expliqué ceci: le temps est venu de choisir entre les conservateurs qui ont un plan pour le pays et le Labour qui n'en a pas. Bon, le vote aura lieu la semaine prochaine, donc jeudi 4 juillet. Et ce qui est intéressant, c'est que les sondages ne sont pas en faveur de Rishi Sunak. D'ailleurs, ils sont plutôt tendance à la baisse. Et puis, il y a eu un sondage YouGov publié le 14 juin, donc en pleine mi-campagne, qui a provoqué, comme on dit, un séisme dans le paysage électoral britannique, puisque les Tories, donc le parti du Premier ministre, Rishi Sunak, parti libéral conservateur, sont pour la première fois devancés par le parti anti-immigration Reform UK, vous savez, porté par le fameux Brexiter Nigel Farage. Alors, le parti de Nigel Farage arriverait donc là en seconde position avec 19% des intentions de vote devant les conservateurs qui sont à 18%. Évidemment, là, on est dans des tout petits différences, mais ça montre un renversement de balance qui est particulièrement intéressant à suivre, puisque Nigel Farage, pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, multiplie les attaques contre l'Occident, responsable d'avoir déclaré la guerre en Ukraine, contre le Forum économique mondial, qu'il dit vouloir quitter, contre l'immigration illégale. Donc très loin du politiquement correct. Et visiblement, ça plaît. En tout cas, ça commence à fonctionner, ce discours. Et on en parle pour mieux comprendre ce qui se passe réellement avec Jean-Michel Salmon. Bonjour Jean-Michel Salmon. Bonjour Clémence, Et bonjour à tous les auditeurs. merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je rappelle, docteur en sciences économiques, maître de conférences des universités, spécialiste des questions économiques internationales et des politiques européennes et auteur du grand abécédaire du Brexit aux éditions Les Trois Colonnes. Alors justement, on est dans cette histoire de Brexit et puis même l'initiateur du Brexit avec ici Nigel Farage qui finalement finit par convaincre aussi un certain électorat. Qu'en pensez-vous ? Ah pardon, je pensais que vous alliez faire passer une bande. Euh, oui, bah, tout à fait. En fait, cette descente aux enfers de sondage du Parti conservateur est annoncée depuis très longtemps. Hein. Elle est annoncée depuis très longtemps, puisqu'en fait, le coup de force, le coup d'État avec le coup de poignard dans le dos que Sunak a orchestré pour mettre Boris Johnson dehors, puis ensuite Liz Truss qui lui avait succédé au poste de Premier ministre, s'est fait dans le dos de finalement tout l'électorat, enfin une bonne partie, plutôt une grande majorité de l'électorat conservateur qui, en décembre 2019, avait donné une victoire historique à Boris Johnson et sa ligne brexiteuse, contre la ligne centriste et libérale, disons, europhile ou eurocompatible. Et donc, ça a été une sorte de coup d'État dans le parti et on a volé la direction du parti aux Brexiteurs et ça s'est fait dans le dos à la fois de tous d'une majorité d'électeurs Tory de décembre 2019 et de tous les militants du Parti conservateur qui préféraient un autre candidat s'il fallait succéder à Boris Johnson que la ligne centriste de Sunak. Mais bon, on a fait ça dans leur dos. On a déjà vu ce type de procédé dans d'autres contextes et dans d'autres formats ailleurs, de tourner le dos à ce que veut Oui. le peuple Et ce qu'a et les voté le peuple. électeurs, et ça a donné une popularité en décroissance régulière, ce qui explique peut-être pourquoi il a voulu accélérer le calendrier électoral, mais Oui. puisque un récent sondage a même placé maintenant le parti de Nigel Farage, le UK Reform, à 20%, et il va peut-être continuer à monter. Oui, donc lui continue à monter pendant que Rishi Sunak continue à descendre. Donc oui, ça expliquerait le fait que Rishi Sunak, finalement, avance ces élections en se disant de toute façon, ça ne va faire que baisser, vaut mieux qu'on y aille maintenant, quoi. Alors, comment vous expliquez aussi l'importance que revêt désormais Nigel Farage? Parce que là, vous avez parlé de Boris Johnson. En fait, Farage a toujours eu une grande importance, en fait, puisque si on remonte loin en arrière, il a créé le parti indépendantiste Grande-Bretagne eurosceptique, l'UKIP, Oui. dès que la Grande-Bretagne est rentrée dans Maastricht à l'arraché, alors que le parti conservateur auquel il appartenait à l'époque, sous la direction de John Major, a fait passer au Parlement sans consulter le peuple à l'époque, et ça a été à l'arraché après une longue bataille. Donc il a créé UKIP, et UKIP n'a eu de cesse qu'à travers le temps de
monter progressivement comme force politique, et en particulier, c'est ça qui est assez, disons, paradoxal ou intéressant, en particulier aux élections européennes. En fait, en 2014, le parti UKIP, alors dirigé par Nigel Farage, justement, met une déculottée au parti conservateur lors des élections européennes, donc en 2014, ce qui incite David Cameron à accélérer sa promesse de faire un référendum sur le maintien ou la sortie de l'UE, parce qu'il pensait le gagner et se débarrasser une bonne fois pour toutes des eurosceptiques de Oui. UKIP et de Farage. Mais bon, c'est le contraire qui s'est passé. Alors ensuite, Farage a créé le Brexit Party pour appuyer l'évolution vers le Brexit qui était pris dans une impasse à Westminster, au Parlement. Et donc, il a créé le Brexit Party ex nihilo, à partir de rien, quelques semaines avant les élections européennes de 2019. Et à nouveau, il a mis une raclée à tout le monde. C'est devenu, paradoxalement, à Strasbourg, un des deux, ou les deux à ex-aequo, au premier parti avec le PPE dans l'hémicycle européen. Donc, Ouais, oui. c'est une longue haleine, cette affaire, et rien n'est finalement très surprenant. Tout est assez logique. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites. À chaque fois, on essaye, quand je veux dire qu'il reprend de l'importance, c'est qu'en effet, on ne peut plus y échapper, en fait. Alors qu'à un moment donné, on voit bien que on va dire, les partis de gouvernement préféraient mettre de côté l'UKIP, ou ça dépend à quel moment on est, ou Réforme UK, ou Brexit Party. Et là, finalement, il s'impose aux yeux de tous. Et il a, si on peut s'apesantir un petit peu pardon, sur ses communications, sur ses bases. Évidemment, il y a le fait de passer au Brexit. Bon, ça a été acté, même si ça a été évidemment amadoué le plus possible. Mais il y a aussi tout le reste, ses prises de position par rapport à la guerre en Ukraine, contre le Forum économique mondial. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu justement ces prises de position? Bah, sur la guerre en Ukraine, effectivement, il a affiché une position beaucoup plus neutre, non pas pro-russe, mais en Oui, expliquant que de deux choses en même temps, simultanées, que Poutine a eu tort de faire l'invasion de l'Ukraine, d'un territoire souverain, mais il dit aussi en même temps, et c'est pas le seul, hein, que l'Europe a eu tort de vouloir s'étendre à l'Est de cette manière avec l'OTAN, etc., et finalement de ne pas en gros, respecter une position neutre de l'Ukraine, qui était toujours un peu le point gordien, le point central de l'accord, enfin, de l'approche géopolitique Est-Ouest équilibrée. oui. Donc Et là-dessus, oui. D'ailleurs, il s'est permis alors qu'il est accusé de ne pas être pro-ukrainien, pro-européen par Boris Johnson récemment, il a pris sa petite revanche médiatique en citant Boris en 2016, qui lui-même avait fait la même analyse que Nigel Farage fait aujourd'hui, donc en le traitant au passage d'hypocrite et de menteur. Ah oui, et il l'a fait aussi avec Rishi Sunak. Il a retourné une formule de Rishi Sunak qui disait: oui, mais si vous continuez comme ça, si vous êtes trop présent sur le paysage politique, vous allez finalement servir le vote du Labour. Et maintenant que c'est lui qui est passé devant les conservateurs, les Tories, Hum. Nigel Farage retourne cette formule à Rishi Sunak en lui disant: c'est vous maintenant le moteur du Labour, en dispersant nos voix. Donc, Oui, il oui, a le sens de la formule et du exactement. retournement de formule, on va dire. Oui, oui, exactement. Et là-dessus, c'est tout à fait pertinent de sa part, puisqu'on peut dire deux choses. La première, c'est que la politique, finalement, la ligne générale de politique des conservateurs dans le régime Sunak, elle est assez centriste et finalement, comme la gauche, le parti travailliste de la troisième voie blairiste, qui est incarné aujourd'hui par Starmer, lui aussi converge vers le centre. Donc, finalement, les différentes de paradigme entre le conservatisme sous Sunak et puis le Labour sous Starmer, c'est pas très très différent, hein. Finalement, c'est une politique relativement europhile, Oui, qui ne c'est veut ça. pas trop l'avouer, tout en l'avouant en même temps. Ça, c'est une première chose. Donc, rapprochement, effectivement. Et d'autre part, si lors de l'élection générale de 2019 est remportée de manière écrasante par Boris Johnson, ben, à l'époque,
Nigel Farage avait fait en sorte que le Brexit parti s'efface dans la moitié des circonscriptions afin de jouer collectif. Il n'y avait pas eu d'accord officiel, mais il y avait eu cette décision de non-confrontation sur la moitié des circonscriptions pour faciliter l'objectif du Brexit. Alors aujourd'hui, il n'a aucune raison de vouloir faire une alliance ou des cadeaux à Sunak et au Bien sûr. conservatisme proche finalement des milieux européens, puisque de toute façon, il le pourfend depuis 30 ans. Alors qu'avec Johnson, Boris, en décembre 2019, il avait fait cet accord de non-agression afin de faciliter l'activation du Brexit. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce que vous nous dites, et puis il faut que je vous demande aussi finalement où on en est de ce fameux bilan terrible du Brexit. À chaque fois que je vous Mhm. reçois, on fait un petit bilan des canards, non, pardon, des grenouilles qui devaient tomber du ciel et je ne sais trop quoi. Ouais, Donc, où oui. on en est, combien de grenouilles sont tombées du ciel? J'aimerais faire ce point avec vous, mais juste, on commence par un parallèle avec la France. Ça nous permet toujours, en Oui. regardant les autres, de mieux comprendre. C'est intéressant parce que finalement, Nigel Farage, on pourrait croire au début qu'il y a un parallèle avec le Rassemblement national, mais non. Puisque le Rassemblement national ne cherche pas à quitter particulièrement l'Union européenne. D'ailleurs, on voit bien qu'il lisse de plus en plus son discours. Donc il y a un vote comme ça populaire qui monte, mais il a trouvé une voie dans Reform UK qu'il ne trouve pas forcément chez nous, qui n'est pas la même voie en tout cas, puisque chez nous, les Ouais. souverainistes, par exemple, n'arrivent pas du tout à percer. Après, c'est sûr qu'il y a un rôle aussi d'effacement médiatique, mais on n'est pas dans la même, on est quand même pas ici dans les mêmes destinées politiques. Oui, disons qu'on peut raisonner en termes de similitudes et de Oui, dissimilitudes oui, entre la montée de Farage et de Reform UK maintenant et le Rassemblement national chez nous. Évidemment, deux dissimilitudes fortes. Une qui est historique, c'est l'origine du parti. Bon, c'est effectivement, on peut toujours diaboliser le oui, Rassemblement national par rapport à son origine oui, oui, historique, alors oui. que du côté du UKIP, c'est plutôt une origine certes nationaliste, mais nationaliste pour retrouver la souveraineté face à Mmh. l'Union européenne. Et donc, il y a pas cet héritage historique un peu lourd à porter. Après, autre dissimilitude, c'est à l'arrivée, effectivement, là où le parti Reform UK est foncièrement et médiatiquement eurosceptique. Bon, on sait très bien, le Rassemblement national a évolué sa doctrine sur l'Europe, peut-être pour paraître plus un parti de gouvernement, une force plus raisonnable et donc convaincante. Mais ça, c'est des dissimilitudes au niveau de stratégie médiatique. Il faudrait voir une fois au pouvoir ce que le Rassemblement national préconisera vis-à-vis des institutions européennes. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de lignées et de thématiques qui sont proches de l'euroscepticisme. Et donc, c'est comme disent les Anglais justement, ce proofing is in the eating. Hein, c'est en mangeant le gâteau qu'on va apprendre son goût. Mmh. De ce point de vue-là. Et en revanche, il y a Toujours très beaucoup de pragmatique, similitudes hein, ces aussi. Anglais. En revanche, il y a beaucoup de similitudes dans le programme économique, de politique économique qui est bien à droite, hein, bien libéral de ce point de vue-là, tout en étant en même temps une force d'appel à des catégories de population modestes ou de moyenne inférieure. On l'a bien vu dans le vote du 9 juin chez nous, hein, comment les ouvriers et les employés sont majoritairement ceux qui ont fortement voté pour le RN. Et de la même façon, on avait eu ce mécanisme en décembre 2019 lors des élections où le Red Wall, comme on l'a fameusement appelé, les régions centrales et du nord de l'Angleterre qui sont très modestes, avaient basculé en quittant le Parti travailliste et en votant majoritairement pour le Brexit parce que le travaillisme et l'europhilie travailliste, pendant 30 ans, même si on leur disait que c'était mieux, avaient fait la démonstration pour eux que leur situation s'était dégradée. Oui. Donc aujourd'hui, de la même façon, puisque Sunak rejoint plus ou moins les travaillistes au centre pour une politique qui redevient proche des politiques européennes, bien la seule alternative qu'envisage du coup, après cette trahison qui a été faite à l'intérieur du Parti Oui. conservateur, c'est de voter Ça, pour Reform. ça d'ailleurs, il y a des similitudes aussi en France, hein, avec les LR qui se sont Exact. rapprochés de la Macronie, etc. Dernière question rapidement, Jean-Michel Salmon, concernant donc l'état du Royaume-Uni, enfin de la Grande-Bretagne aujourd'hui. Oui, tout ce qu'on avait pu écrire j'en profite hein, pour remontrer l'ouvrage Le Grand Abécédaire du Brexit, puisque c'est un abécédaire et à la lettre F,
c'est le chapitre qui était consacré à Farage, justement. Et puis tout le reste du bouquin tient la route jusqu'à présent, c'est-à-dire que tout le catastrophisme économique et social qui avait été prédit par les zélotes de l'europhilie, évidemment, s'est révélé complètement faux, mais ça ne les empêche pas de continuer une propagande outrancière sur l'échiquier politique à 90% de tout cet échiquier politique qui continue à fièrement porter l'étendard d'une Europe maastrichtienne après avoir trahi le peuple français en 2005 et Mmh. 2007. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour ce point, Jean-Michel Salmon. Et donc, je rappelle en effet le titre de votre livre, Le grand apaisé d'air du Brexit aux éditions les trois colonnes, je vais y arriver. En tout cas, très intéressant parfois de regarder un peu à côté de chez soi. Ça nous permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe chez nous et c'est ce qu'on fait. Merci encore, Jean-Michel Salmon.